Cécile Muscotti, bonjour. Bonjour. L'ai-je bien prononcé? Parfaitement. Vous êtes députée La République En Marche du Var. Vous êtes une spécialiste de l'apprentissage. Et hier, on a appris que la réforme de l'assurance chômage serait suspendue par le Conseil d'État. Alors, c'est l'univers du travail. Les syndicats se réjouissent. Vous, comment réagissez-vous? D'abord, il faut rappeler quand même que cette réforme a pour objectif principal vraiment de lutter contre la précarité. Ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a un problème de temporalité avec des inquiétudes sur les voyants de la relance, de la dynamique économique et de l'ensemble des offres d'emploi. Donc, je pense que la ministre l'a entendu et va pouvoir travailler afin de rassurer le Conseil constitutionnel pour démontrer que nous avons des voyants qui sont au vert. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui cherchent preneurs sur les contrats et non l'inverse, et qu'on pourra donc, dans un temps peut-être un peu plus long, mettre en place cette réforme. Quel est le délai envisagé pour ça? Vous pensez que ça peut se faire en quelques mois parce que la reprise économique va être là? Ou est-ce que d'ici la fin du quinquennat, on n'arrivera pas à la mettre en place parce qu'il faut laisser l'économie se reposer? Non, je pense que les signaux sont plutôt bons, et donc nous n'avons aucun intérêt à attendre le quinquennat d'après, et plutôt voir dans les semaines à venir à quel moment on pourra déterminer cette date-là. Je pense qu'il faut aller plutôt vite parce que c'est une réforme qui est attendue. On voit bien, avec cette reprise de l'économie, ce déconfinement, qu'il y a des secteurs où les gens ne veulent pas reprendre le travail parce qu'ils se sont aperçus que c'était trop dur, qu'ils voulaient changer de vie. C'est inquiétant quand même. On a des millions de chômeurs et on a des gens qui ne veulent pas travailler. C'est tout le problème en France depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire arriver à se faire rencontrer l'offre et la demande en matière d'emploi, mais pas que. Il y a l'accompagnement aussi de nos demandeurs d'emploi. Quelle formation on leur propose? Et on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus finalement un parcours de vie professionnelle comme celui qu'ont connu nos parents et nos grands-parents, c'est-à-dire très linéaire. Unisectoriel. Là, on est face à des gens qui vont connaître des temps de pause dans leur activité professionnelle, des temps de chômage, qui vont vouloir évoluer, changer de branche. Et donc, il faut qu'on ait un système qui soit plus en adéquation et qui permette de les accompagner dans ces changements-là. D'où l'intérêt de cette réforme aussi, parce qu'on en parlera au moment des débats, mais rajouter, mettre un peu plus de 2000 personnes supplémentaires dans les pôles emploi pour gérer cet accompagnement-là, c'est donner des outils à l'échelle des territoires. Je le disais, vous êtes une spécialiste de l'apprentissage. Est-ce que le choc économique attendu ne va pas briser la croissance du nombre d'apprentis qui était plutôt encourageante? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui les entreprises l'expriment, elles cherchent. C'est elles qui cherchent et elles ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Et donc, on a véritablement une obligation aujourd'hui de remettre en route nos organismes de formation, nos centres de formation pour apprentis, pour qu'ils puissent offrir à ces entreprises, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Que l'entreprise forme à son tour. Bien sûr. Néanmoins, on a l'impression d'un paysage des réformes pour la fin du quinquennat qui est un peu gelé. Assurance chômage, retraite, dépendance. Est-ce que cette fin du quinquennat, vous qui êtes parlementaire, ne va pas être inutile? Inutile, non. Prendre un peu plus de temps pour aller au bout de certains projets, forcément. Après cette crise sanitaire, alors je dis après comme si elle était vraiment derrière nous. Elle est en train de passer derrière nous, mais il y a des sujets qui doivent devenir prioritaires. Celle de l'assurance chômage, celle des retraites, à mon sens, pourrait largement attendre un deuxième quinquennat, mais ça ne relève que de mon avis personnel. Vous vous étiez inquiété quand La République En Marche et les Républicains se sont rapprochés dans le sud, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous étiez inquiète parce que vous vous disiez, est-ce que des électeurs de droite ne vont pas fuir vers le RN à l'occasion de ce rapprochement? Est-ce que vous pensez que ça a été le cas? Je pense malheureusement que beaucoup ont fui vers la plage. Chez nous. Et le problème est là, alors je le dis à moitié en souriant, et on retrouve cette problématique sur l'ensemble des régions de France. D'ailleurs, c'est la question de l'abstention. On a un électorat de droite qui ne s'est pas complètement déplacé. Parce qu'il ne voulait pas choisir, il n'y comprenait plus rien? Faut dire que je me mets à la place de l'électeur lambda, compliqué de comprendre ce qui se passait particulièrement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un ancien ministre de Sarkozy soutenu par le Rassemblement national, un Renaud Muselier qui tentait l'alliance puis pas l'alliance avec la majorité présidentielle. Et dans tout ça, on a quand même oublié le principal, c'est-à-dire parler des projets des uns et des autres. Et donc on en paye le prix fort. Pas uniquement à cause de tout ça, mais en partie, oui. Par ailleurs, deux candidats très virils avec un débat qui ne l'était pas moins. Ça manquait un petit peu de délicatesse, non? De délicatesse, de finesse, sûrement. Après, c'est pas une question de sexe. Moi, je suis membre de la délégation droits des femmes. Pour autant, quand Marion Maréchal Le Pen était candidate en 2015, nous n'avions pas plus de finesse dans les débats. En revanche,
et je pense que ça a été dit, on n'a pas abordé les sujets principaux de cette campagne et qui touchent le quotidien particulièrement de notre jeunesse. Jeunesse qui, elle, fait le choix délibéré de ne pas s'exprimer au moment des votes. Et donc, il faut qu'on prenne un temps de réflexion nécessaire pour comprendre. Et ce n'est pas uniquement la question de c'est compliqué de se déplacer pour aller voter, il faut mettre le vote électronique. Ça va bien plus loin que ça. Est-ce qu'il y a une responsabilité du ministre de l'Intérieur? À l'heure où nous parlons, il est convoqué par le Sénat pour toutes ces procurations qui ne sont pas arrivées dans les boîtes aux lettres des électeurs, toutes ces professions de foi et les bulletins qui ne sont pas arrivés. Il a convoqué La Poste et Adexo pour voir exactement quelles ont été les problématiques et rappeler l'exigence que l'État doit avoir avec ce type d'entreprise dans ces moments-là. Donc moi, j'ai toute confiance en le ministre Darmanin pour qu'il arrive à dénouer, à comprendre ce qui s'est passé et surtout à rappeler que ce n'est pas tolérable dans un pays. Un État peut porter plainte contre une société. Bien sûr, et j'imagine qu'il se réserve le droit de le faire s'il estime que le besoin s'en fait ressentir. Alors votre parcours est très original. Vous étiez communiste, vous êtes passé par le Parti socialiste avant de venir à La République en marche en 2017. Comment vivez-vous, femme de gauche, le retrait une fois de plus des listes de gauche dans le Sud, c'est-à-dire l'absence pendant les 6 années qui viennent de conseillers régionaux estampillés gauche? C'est compliqué. Je l'ai vécu en 2015. J'étais candidate au régional pour le Var avec Christophe Castaner. Oui. Et c'était terrible. Le retrait pour nous, c'était l'échec total de ne plus apparaître finalement dans cet échiquier politique. Moi, dès le départ, j'étais persuadée que nous n'arriverions pas à se maintenir sur cette élection, dès le début. Et donc, je disais auprès de Sophie Cluzel, pas la peine de faire croire à une potentielle candidature, prenons le temps plutôt d'avoir de vraies négociations. De vraies négociations sur le fond, parce que on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, je pense que c'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas forcément d'accord avec le président Muselier, mais ce n'est pas grave. Mettons-nous autour de la table, discutons, trouvons des points d'équilibre. Et puis, parlons après, oui, des candidats présents sur la liste. Et finalement, ce va-et-vient, je suis candidat, nous sommes unis, nous sommes désunis, nous partons pas, a créé un brouhaha tel que ce moment-là de la négociation de fond sur le programme n'a pratiquement pas eu lieu, et c'est dommage. Le président Renaud Muselier, sortant, s'il est réélu, dit « J'offrirai à la gauche la possibilité de faire des motions, de faire avancer ses idées ». Vous y croyez, ça peut fonctionner ? C'est intéressant qu'ils le disent. Maintenant, ce serait un outil finalement à construire. À l'époque, Estrosi, en 2015, nous l'avait proposé. Nous avions monté une espèce d'assemblée plénière non officielle. Ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai un tempérament optimiste. Pourquoi pas réfléchir à un autre outil, mais une sorte de conseil économique et social est évoqué où les gens et les hommes et les femmes de gauche pourraient venir faire entendre leur voix. Pourquoi pas, mais quand vous n'avez pas cette légitimité d'un élu de la République, c'est compliqué. Quand il existe des assemblées comme le Césaire, on ne va pas démultiplier non plus ces instances-là. Bon, après, restons ouverts et essayons de réfléchir à comment, mais être élu, c'est représenter les valeurs de la République dans une instance. C'est pas simplement se réunir autour d'une table pour porter et exprimer ses idées. La gauche s'est retirée. Est-ce que selon vous, ça assure la victoire de Renaud Muselier? Ou est-ce qu'avec le stock d'abstentionnistes, Thierry Mariani peut encore prendre la région? Non, moi je pense que c'est pas si simple. Moi je suis pas en train de sauter de joie en me disant que nous sommes sortis d'affaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense au contraire qu'il faut appeler les gens à venir s'exprimer, qu'il faut appeler les gens de gauche à venir faire ce barrage au Rassemblement national, ce front républicain qui hérisse le poil de beaucoup de gens de gauche aujourd'hui, et ce qui peut s'entendre. Mais à un moment donné, on doit se mettre en résistance chez nous, et donc ce ne sera pas si simple. Il faut que les gens prennent le temps de s'exprimer. Est-ce que la leçon de tout ça, et notamment de l'abstention, ce n'est pas que cette région, elle n'existe pas vraiment? Il y a le littoral contre l'ARPI, il y a Marseille contre Nice, il y a des listes départementales et pourtant c'est un conseil censé être régional. On n'y comprend rien. Il n'y a plus d'identité. Oh, l'identité, je pense qu'en tout cas chez nous, on la ressent quand même. Le Sud, ça existe. Le Sud, ça existe. Après, effectivement, un Marseillais n'est pas un Toulonnais et encore moins un Niçois. Mais on arrive à trouver un socle commun dans notre histoire régionale. Maintenant, le double scrutin départemental régional était peut-être pas forcément une excellente idée. Et puis...
on ne se sert pas tous finalement de ces institutions de la même manière. Quand on habite dans une métropole, est-ce que l'on va solliciter le conseil départemental ou le conseil régional? Je ne suis pas certaine. Peut-être que dans d'autres territoires, oui. À l'époque, Hollande avait commencé à poser les jalons de cette discussion et des différents échelons territoriaux. Je pense que dans un futur assez proche, il faudra qu'on se les repose. En finir avec le millefeuille et repenser toute cette répartition. Hubert Falco, le maire de Toulon, a œuvré pour ce rapprochement Les Républicains, La République En Marche. Vous êtes dans son opposition. Est-ce que vous allez amorcer une réconciliation au conseil municipal de Toulon ? Moi, je suis ouverte à toute forme de pragmatisme politique à partir du moment où il sert le territoire et ses habitants. Donc, et d'ailleurs, en conseil municipal à Toulon, je vote la majorité, la grande majorité même des délibérations parce qu'elles vont dans le bon sens. Après, nous avons des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais la démocratie, c'est aussi pouvoir exprimer un désaccord. Donc moi, je suis très ouverte pour qu'on puisse travailler ensemble sur la suite, mais par contre, dans un climat sain, apaisé, sans attaque politicienne, parce que ça fatigue tout le monde, tout simplement. Que faut-il changer au niveau national dans l'organisation de la majorité présidentielle ? Est-ce qu'il faut remplacer le parti La République En Marche, qui a raté les municipales et les régionales, par une autre structure ? On se rend compte que le mouvement qui justement ne voulait pas être un parti politique a fait le choix de ne pas investir de moyens dans les territoires. Et donc on en paye finalement le prix aujourd'hui sur des élections locales. Moi, alors je suis issue d'un modèle un peu classique en politique, mais je pense que quand on veut conquérir des élections locales, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, c'est quoi ? Ce sont des professionnels qui viennent accompagner des candidats ou des élus sur place. Et ça n'existe pas. Je ne suis pas certaine que ce soit la volonté du mouvement à l'heure actuelle de décentraliser, de déconcentrer. Complètement, mais par contre, il faut réfléchir effectivement à une autre structure et à une ouverture un peu plus large. Qui permettent de faire vivre toute la galaxie qu'il y a dans cette majorité, notamment la composante de gauche, les composantes de gauche, qui ont du mal à s'affirmer. Qui ont du mal. On a vu naître un territoire de progrès en commun, ces structures qui ont permis à certains et certaines de venir dire « Eh bien, moi, j'ai une sensibilité peut-être un peu plus à gauche et j'ai besoin de l'exprimer ». Et à mon sens, c'est sain d'avoir une démarche politique telle que celle-là. Maintenant, il faut qu'elle puisse effectivement apparaître dans une maison commune, dans une majorité présidentielle qui respecte finalement chacune de ces branches-là. Une sorte de fédération du macronisme, comme il y avait eu l'UDF du temps de Giscard ? Pourquoi pas ? On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il faut qu'on crée ces espaces de liberté politique finalement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que ça sera une élection qui va se jouer tout à droite ? Ou de partie de ceux qui pensent que sans le social, on perd ? Moi, je pense que quand on regarde ce premier tour régional départemental, on se rend compte que nous avons la gauche qui revient sur la scène politique. C'est trop facile de dire ce sont des candidats de droite qui sont en tête partout, donc la France vote à droite. Non. Non, nous avons des écolos, nous avons un parti socialiste qui s'unit avec le parti communiste et parfois même la France insoumise, qui font de manière unie des scores bien plus importants que la droite. Donc posons-nous la question de ce que nous voulons porter pour cette prochaine élection présidentielle, et notamment sur des questions de progressisme, de projets sociaux, etc., etc. Et je ne suis pas certaine que finalement ce soit la jambe droite qui l'emporte pour la suite. Cécile Muscotti, merci, bonne journée. Merci.